comment est-ce que le monde professionnel réagit en général lorsque deux géants absolus d'une même industrie décident de fusionner? Oh, la plupart du temps, on observe une avalanche d'analyses stratégiques, hein. C'est la panique ou l'excitation. Ouais, exactement. On lit des prédictions économiques super pointues sur les parts de marché, on assiste à des débats enflammés sur l'avenir du secteur. Mais face à une annonce récente qui a vraiment secoué le monde du mouvement et de la rééducation physique, la réaction la plus révélatrice n'est pas venue d'un analyste financier. Non, en effet. Elle est venue d'une instructrice parisienne et ça a simplement été un sourire. C'est une réaction qui tranche radicalement avec toute l'effervescence corporative qu'on a pu voir dans la presse spécialisée. Ce sourire, en fait, il en dit infiniment plus sur la réalité biomécanique du corps humain que n'importe quel rapport de fusion-acquisition. Bon, décortiquons tout ça. Notre exploration d'aujourd'hui s'appuie sur un article particulièrement éclairant qui a été rédigé par Caroline Berger de Femini. Oui, une vraie référence dans le domaine. Absolument. Elle a fondé le studio Biopilate Paris, elle anime d'ailleurs une émission audio sur le mouvement, et surtout, elle a les mains dans le cambouis depuis très longtemps. C'est clair. On parle de plus de 25 ans d'expérience en stot pilates et plus de 15 ans en gyrotonique. Donc notre mission pour cette plongée, c'est de comprendre la récente annonce de l'acquisition de l'organisation gyrotonique par Meritio. Méritieux qui est, rappelons-le, la maison mère du Stade Pilates. Voilà, c'est ça. Et on va essayer de voir pourquoi ce rachat d'entreprise, c'est pas juste un coup d'échec financier ou une manœuvre de marché. C'est en fait la reconnaissance officielle d'une symbiose parfaite entre la structure et la fluidité du corps humain. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ce décalage. En lisant la presse économique, on croirait presque à une manœuvre stratégique inédite pour dominer le marché du bien-être, tu voyais? Ouais, le fameux monopole du fitness. Exactement. Dès que la nouvelle est tombée, tous les professionnels du secteur se sont rués sur les implications, disons, géopolitiques du développement international. Mais sur le terrain, l'auteur de notre source explique qu'elle a simplement souri. C'est fou ça. Juste un sourire. Ouais, parce que pour elle, cette acquisition ne fait qu'officialiser une cohabitation qu'elle vit au quotidien depuis 15 ans. Dans son studio, que ce soit avec des danseurs professionnels, des athlètes, des femmes enceintes ou même des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, ces deux méthodes n'ont jamais été en compétition. Ça me fait penser à une analogie, tiens. C'est comme si on découvrait que deux amis de cercles sociaux totalement différents sortaient ensemble en secret depuis des années. Ah, j'aime beaucoup cette image. Et d'un coup, on réalise soudainement qu'ils sont en fait faits l'un pour l'autre. D'un point de vue extérieur, on a deux personnes qui semblent faire des choses très différentes. Mais en réalité, ils se complètent parfaitement. C'est exactement ça. Et ce pont entre la théorie macroéconomique et la pratique, disons, microcellulaire, c'est ce qui rend cette annonce si particulière. Méritieux ne crée pas une nouvelle réalité avec ce rachat. Non, ils ne font que valider ce qui existe déjà. Voilà, il valide une vérité biomécanique que les instructeurs, ceux qui ont les yeux rivés sur la posture de leurs élèves tous les jours, connaissent depuis des décennies. Ces deux méthodes parlent exactement la même langue, mais elles utilisent simplement un vocabulaire différent pour s'adresser au système nerveux. Et pour bien comprendre comment ces deux langages interagissent, il faut regarder la manière dont chacune de ces approches aborde l'architecture du corps. Et c'est là que l'analyse devient hyper concrète et même assez poétique, je trouve. Oui, l'auteur a une façon très imagée d'en parler. L'auteur décrit d'abord le stot pilates comme une, je cite, école de construction. Souvent, on entend parler du pilates comme d'une simple gymnastique douce, un truc un peu relax, mais c'est bien plus clinique que ça, non? Totalement. Le terme école de construction, c'est chirurgical. Dans le stot pilates, on ne bouge pas pour le simple plaisir de bouger. Tout y est organisé, pensé, décortiqué, analysé à la loupe. C'est vraiment de l'ingénierie corporelle. C'est le mot. La méthode repose sur 6 principes fondamentaux qui sont extrêmement stricts. On a la respiration, le placement du bassin, le placement de la cage thoracique, la stabilisation des omoplates, l'alignement de la tête et des cervicales, et enfin l'organisation optimale du membre inférieur. Ah oui, quand même, hein. C'est une sacrée checklist avant même de commencer à transpirer. Exactement. Et ça a l'air super technique comme ça, mais c'est fondamental pour la sécurité. Attendez, arrêtons-nous là-dessus une seconde. On entend tout le temps les profs de pilates dire des choses comme baissez vos côtes ou glissez vos omoplates dans vos poches arrière. Ah oui, les fameuses poches arrière, hein. Voilà. Mais d'un point de vue physiologique,
Pourquoi c'est si crucial? Pourquoi on n'a pas le droit de juste lever le bras sans y penser? Parce que le corps humain, c'est le champion absolu de la compensation. Si on lève le bras sans stabiliser l'omoplate d'abord, ce sont les muscles du cou, les trapèzes supérieurs, qui vont prendre le relais et se crisper à la place. Ah, et c'est pour ça qu'on finit tous avec des douleurs cervicales après une journée devant l'ordinateur. C'est clair, le Pilate vient recréer des ancrages spatiaux. En demandant de placer la cage thoracique bien au-dessus du bassin, on évite que la colonne vertébrale ne se cambre excessivement à chaque mouvement. On protège le bas du dos. Le Pilate donne en fait des repères proprioceptifs clairs au cerveau. Il crée la stabilité, l'efficacité. Donc, il rétablit une vraie communication entre le système nerveux et le système musculaire. C'est ça, une communication sans interférence entre le nerf qui envoie la commande et le muscle qui l'exécute. D'accord, donc on sécurise le périmètre, le système nerveux a besoin de se sentir en sécurité, de savoir que l'articulation n'a pas lâché soudainement pour autoriser le corps à bouger avec amplitude. C'est là que ça devient vraiment intéressant, et que l'analogie de l'auteur prend tout son sens. L'analogie de la maison, oui. Exactement, elle compare le pilates à la construction des fondations d'une maison. On coule le béton, de la stabilité, on renforce la structure, on monte des murs bien droits, avec l'alignement postural dont vous parliez. C'est l'école de la rigueur. Ouais. Mais une maison, même avec des murs ultra solides, si elle est totalement hermétique, c'est invivable. On y étouffe très vite. Et c'est exactement là que le gyrotonique entre en scène. Si le Pilates construit la maison, le gyrotonique, c'est le fait d'ouvrir grand les fenêtres de cette maison pour laisser circuler l'air. C'est l'image parfaite pour comprendre le passage de la structure à la liberté. Le gyrotonique, c'est l'ouverture. Dans cette méthode, on abandonne complètement cette notion de segment isolé ou de contrôle purement linéaire qu'on a dans le Pilates. C'est beaucoup moins saccadé, en fait. Ah, ça n'a rien à voir. Le mouvement y est continu, circulaire. On travaille avec des spirales qui se déploient dans absolument toutes les directions de l'espace. Le corps fonctionne plus par morceaux, il retrouve une continuité naturelle, où chaque geste nourrit le geste suivant. Comme une chorégraphie perpétuelle. Tout à fait. C'est une fluidité organique. Mais ce qui est crucial sur le plan physiologique, c'est le pourquoi. Pourquoi ces deux méthodes fonctionnent si bien ensemble? Eh bien oui, pourquoi? Eh bien, le Pilates apporte la stabilité nécessaire au contrôle. Et cette stabilité, une fois acquise, donne la sécurité et la liberté d'exprimer pleinement la fluidité et la mobilité du gyrotonique. Donc si j'essaie de lier les deux, sans la solidité des murs construits par le Pilates, les spirales du gyrotonique risqueraient de déstabiliser nos articulations. Et c'est fort probable, oui. Le système nerveux paniquerait parce qu'il n'aurait pas de point d'ancrage. Et à l'inverse, sans l'ouverture des fenêtres du gyrotonique, la structure du Pilates pourrait devenir trop rigide, presque robotique au bout d'un moment. L'un crée l'ancrage, l'autre crée l'envol. Vous touchez vraiment du doigt la biomécanique de la sécurité corporelle, là. La stabilité offre la liberté. C'est pour ça que la cohabitation de ces deux méthodes n'est pas qu'une belle idée sur le papier. C'est une nécessité pour un corps fonctionnel. Et ce qui est fascinant, c'est que cette complémentarité ne reste pas dans le domaine des idées ou des métaphores. Elle se matérialise très concrètement et physiquement dans l'équipement hyper spécifique utilisé dans les studios. Ah oui, et c'est un équipement visuellement très impressionnant, hein. On peut le dire. La auteure explique qu'elle n'arrive plus du tout à concevoir un studio sans avoir les deux équipements. Pas juste pour accumuler du matériel ou pour faire joli, mais parce que chaque machine raconte une partie différente de l'histoire du mouvement. Oui, chaque machine a son propre récit au biomécanique. Au lieu de faire un inventaire ennuyeux, regardons les histoires que racontent ces différentes familles. Du côté de l'histoire du Pilates, on a le fameux Reformer. Le Reformer, c'est la machine classique du Pilates. Et lui, il raconte l'organisation. C'est un chariot coulissant qui nous oblige à organiser notre poussée. Et puis, il y a le Cadillac. Ça ressemble à un grand lit à baldacane métallique avec des ressorts partout. Oui, il est très intimidant la première fois. Le Cadillac raconte le soutien et la précision. Il permet d'isoler un mouvement avec une assistance incroyable. Ensuite, on a la chair ou la chaise Pilates. Ça raconte la force et l'équilibre, d'après notre source. Exactement. Et les barrels, les fameux tonneaux, qui racontent la mobilité de la colonne vertébrale. Tout ça, c'est le langage structurel du Pilates. D'accord. Et si on passe à l'histoire racontée par le gyrotonique, c'est un tout autre décor. On a par exemple la Pulley Tower, la tour de Poulley. Oui, cette grande tour en bois avec des poids et des câbles. Elle raconte la fluidité. Elle offre une résistance constante à 360 degrés, sans aucun point d'arrêt. C'est fou la différence d'approche. Il y a aussi le bench,
qui raconte les spirales, et le Jumping Stretching Board. Le Jumping Stretching Board est génial pour ça, il raconte vraiment l'élasticité. Sans oublier le gyrotoner pour la continuité du mouvement, et même le Leg Extension Unit qui fait partie de leur quotidien. Mais là, je me pose une vraie question candide en vous écoutant. On a d'un côté la précision clinique des ressorts, de l'autre, les spirales ininterrompues des poulies, mais est-ce qu'avoir autant de machines différentes, autant de concepts, ça risque pas de créer une énorme surcharge d'informations pour l'élève? C'est une réaction très naturelle de penser ça. Je veux dire, est-ce qu'on ne risque pas de surcompliquer l'apprentissage pour quelqu'un qui vient juste d'arriver? Si on relie ça au contexte global de l'apprentissage moteur, c'est pas du tout le cas. En fait, il ne s'agit évidemment pas de tout utiliser en même temps lors de la même séance. Ouf, heureusement. Oui, on ne jette pas un débutant sur un Cadillac puis sur une Pulley Tower dans la foulée. Il s'agit d'avoir une boîte à outils ultra complète. Ce que l'expérience montre, c'est que les élèves qui ont fait du Pilates intègrent le gyrotonique beaucoup plus vite. Ah oui. Pourquoi ça? Grâce à leur conscience posturale. Ils savent déjà stabiliser leur bassin, engager leur centre. Du coup, quand on leur demande de faire des spirales complexes, ils ne se blessent pas, ils contrôlent le mouvement. C'est la pollinisation croisée dont on parlait. Exactement. Et inversement, les élèves qui reviennent du gyrotonique pour refaire du pilates ont une perception de leur colonne vertébrale bien plus riche. Leurs fascias sont assouplis, ils intègrent les corrections d'alignement avec une aisance remarquable. Les deux méthodes se nourrissent mutuellement en permanence. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'avenir de l'éducation physique et de la rééducation? Parce que l'expérience de ce studio parisien nous amène à une conclusion qui dépasse largement le cadre des machines à poulies ou des ressorts. C'est une conclusion sur notre rapport au corps, oui. Pendant très longtemps, et il faut être honnête, le monde du fitness et de la rééducation a cherché à opposer les approches. C'était un peu la guerre des méthodes. Ah, les fameuses guerres de clochers, hein? Ma méthode est la seule qui vaille, la tienne est dangereuse. On a tous connu ça. On crée des tribus sportives très fermées. Exactement. Mais la grande leçon ici, c'est que le corps humain, notre système nerveux, nos muscles, nos fascias, ils ne connaissent pas ces frontières artificielles qu'on a créées entre les disciplines. Le muscle, il ne sait pas s'il est en train de faire du stot pilates ou du gyrotonique. Absolument pas. Il perçoit juste des contraintes mécaniques, des étirements, de la charge. L'objectif d'un bon professionnel n'est plus de prêcher pour la méthode en elle-même. L'objectif, c'est la capacité de cette méthode à répondre à un besoin précis à l'instant T. C'est l'adaptabilité totale. Voilà. Posséder à la fois la stabilité du pilates et la fluidité du gyrotonique, ça offre des outils extraordinaires pour faire évoluer une personne. L'annonce de Merrifield rassure l'auteur de l'article précisément pour ça. Parce que ce n'est pas le gros méchant loup qui mange le petit. Exactement. Ce n'est pas une absorption d'une méthode par une autre pour la faire disparaître. C'est la reconnaissance officielle, au plus haut niveau de l'industrie, de cette union évidente. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas des instructeurs professionnels, que l'on soit un sportif de haut niveau ou simplement quelqu'un qui cherche à avoir une meilleure relation avec son corps pour pas avoir mal au dos tous les matins, le message principal c'est de ne pas s'enfermer dans un seul dogme, non? Cela soulève une question importante sur la manière dont la pensée critique doit s'appliquer à notre propre bien-être. C'est très rassurant de suivre aveuglément une seule idéologie du mouvement, de se dire « je fais que du pilates » ou « je fais que de l'haltérophilie » et c'est la vérité absolue. C'est confortable intellectuellement. Oui, mais c'est limitant physiquement. Il faut apprendre à écouter les besoins changeants de notre corps. Parfois, le corps est épuisé et dispersé. Il a un besoin vital de cadre, de symétrie, de l'école de construction du Pilates. De couler du bléton. C'est ça. Et d'autres jours, le corps est raide, figé par le stress. Et là, il faut ouvrir les fenêtres, faire des spirales et respirer avec le gyrotonique. Si on récapitule un peu tout ça, face à l'acquisition de Gyrotonic par Merito, il est clair qu'on n'assiste pas à une simple fusion corporative ou à un jeu de chaises musicales financier. Non, vraiment pas. C'est la rencontre devenue évidente de deux langages. D'un côté, la fondation structurée, hyper-analytique du Stott Pilates. Et de l'autre, la liberté circulaire et ininterrompue du Gyrotonic. Et ces deux approches, avec leurs machines incroyables et leurs philosophies complémentaires, racontent ensemble la même histoire universelle du mouvement humain. Une histoire d'équilibre entre la tension et l'espace. Exactement. Et j'aimerais qu'on termine sur une réflexion qui prolonge un peu nos sources d'aujourd'hui. Allez-y. Si notre propre système nerveux, nos fascias et nos muscles refusent de reconnaître les frontières artificielles qu'on a dressées entre les disciplines physiques, quelles autres frontières totalement artificielles avons-nous créées dans nos vies? C'est une excellente question, ça. Par exemple, on maintient souvent une séparation super rigide entre le travail mental, qu'on juge très sérieux, le jeu, qu'on réserve aux enfants, et le repos physique.
Est-ce que ces cases étanches, ces murs qu'on a construits sans jamais ouvrir les fenêtres, ne limitent pas en réalité notre propre fluidité, notre propre équilibre au quotidien? C'est quelque chose à méditer la prochaine fois qu'on se sentira un peu trop enfermé dans sa routine. Une belle invitation à décloisonner notre quotidien. C'est ça, à ouvrir les fenêtres. Merci beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage technique et biomécanique si précieux aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'explorer ces concepts ensemble. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, gardez vos fondations solides et n'oubliez pas de bouger avec fluidité. À très bientôt pour une nouvelle exploration.